Monsieur le commissaire, monsieur le préfet, madame le doyen, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, permettez-moi en effet donc de présenter en quelques instants le master juriste européen. Cela pour rappeler que ce master donc, a été créé il y a plus de 25 ans par le professeur Claude Bluman, ancien doyen de la faculté, qui est à l'origine de ce que l'on appelait à l'époque le DESS, juriste européen, donc créé en 1989, et qui a été à l'époque le premier diplôme de 3e cycle créé en France dans cette spécialité. Aujourd'hui, c'est un diplôme qui a une quadruple vocation européenne, par les enseignements qui y sont assurés, qui couvrent l'essentiel des politiques de l'Union, par ses intervenants, puisque plusieurs hauts fonctionnaires exerçant au sein de la Commission, du Parlement, de la Cour de justice, font bénéficier aux étudiants de leur expérience. Par les stages susceptibles d'être effectués partout en Europe, y compris au sein des institutions, par les étudiants enfin, puisque le master a un pouvoir d'attraction qui dépasse de très loin les frontières de l'Hexagone. Il accueillait par exemple cette année 2 étudiantes polonaises qui malheureusement n'ont pas pu se joindre à cette cérémonie aujourd'hui. Par ailleurs, comme l'indiquait Madame le doyen, le master tire bénéfice du prestige de la chaire Jean Monnet, dont est titulaire à ce jour notre collègue, le professeur Pierre-Yves Monjal. C'est un diplôme qui a su s'ouvrir également aux innovations pédagogiques. Pour preuve, ce master est aussi donc, le premier en France à avoir créé, à l'initiative de notre collègue Selma Josso, une clinique juridique spécialisée en droit européen. Ce dispositif permet donc aux étudiants de travailler sur des cas concrets en répondant à des sollicitations venues du secteur public ou du secteur privé. La promotion sortante a ainsi travaillé sur une action d'information à destination des entreprises de la région sur les possibilités de bénéficier des fonds structurels européens. À vocation principalement professionnelle, le master est également ouvert à la recherche et permet à quelques étudiants de poursuivre vers la rédaction d'une thèse de doctorat en droit de l'Union européenne. Le droit européen est d'ailleurs l'un des piliers de la recherche de l'Université François Rabelais. Pour preuve, le GERSI, groupe d'études et de recherche sur la coopération internationale et européenne, créé en 1986, également à l'initiative du professeur Bluman, est aujourd'hui co-dirigé par les professeurs Beramdam et Monjal. Cette équipe de recherche fait bénéficier les étudiants du master de ses travaux et leur donne occasionnellement la possibilité de s'initier à la recherche en leur permettant de présenter des travaux lors des colloques qu'il organise. Mais un master n'est évidemment rien sans ses étudiants. Il convient donc de rappeler que c'est à eux, et plus encore à M. Tokmak, que revient le mérite d'avoir été à l'initiative de cette très belle cérémonie. Chers étudiants, cette année de master aura été une année doublement satisfaisante. D'abord parce que vous avez tous brillamment réussi votre diplôme. Ensuite parce que, en étant à l'initiative de ce prestigieux parrainage, vous exprimez la volonté que votre promotion 2015-2016 ne tombe pas dans l'anonymat, mais soit définitivement gravée dans le marbre comme étant désormais la promotion Pierre Moscovici. Par cette initiative, vous vous faites les premiers défenseurs de la renommée de ce diplôme, et je me réjouis que mes collègues, Christine Guillard et Sébastien Roland, qui me succèdent à la direction du master, aient fait le choix de perpétuer les actions de parrainage pour ces futures promotions. Permettez-moi, monsieur le commissaire, de vous renouveler tous mes remerciements pour l'honneur que vous faites à ce master par votre présence aujourd'hui. Enfin, l'initiative venant des étudiants, c'est tout naturellement à leur représentant, M. Tokmak, que je donne maintenant la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous expliquer pourquoi nous avons voulu mettre en place ce parrainage. Dans la période actuelle où l'Europe n'a pas une bonne popularité dans l'opinion publique, étudier dans ce domaine-là peut paraître pour certains comme relever de la folie. Mais chacun d'entre nous, dans cette promotion, nous avons un idéal. Cet idéal est de faire progresser cette union, cette Europe vers plus d'union, vers plus de progrès. Et on porte cet idéal en s'inspirant d'hommes et de femmes qui agissent par leurs fonctions et leurs actions dans ce sens-là. Nous voulions marquer notre formation par cet objectif et par cette mission. D'où nous est venue l'idée du parrainage.
par l'intermédiaire d'un acteur institutionnel, nous pouvions montrer à tout le monde que nous sommes vraiment ancrés dans ce contexte européen. Nous voulons favoriser les échanges sur ce sujet-là, comme nous le faisons aujourd'hui, et faire la promotion des idées européennes à chacun, et montrer que la jeunesse aussi, qui est souvent décriée sur ce sujet-là, est vraiment intéressée et impliquée sur les questions européennes. Et bien sûr, bien évidemment, un acteur institutionnel qui porte sur l'Union européenne, la première personne qui nous est venue à l'esprit a été Monsieur le commissaire Pierre Moscovici, qui est l'acteur français au plus haut niveau européen et qui, par ses fonctions actuellement de commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, mais aussi en raison de ses fonctions précédentes et engagements précédents, comme vous le savez, il a été député européen, vice-président du Parlement européen, ministre chargé des affaires européennes pendant le gouvernement Jospin, et il a été également président du mouvement européen. C'est pour toutes ces raisons-là que nous l'avons sollicité. Peut-être que ce projet au début était ambitieux, voire fou, mais nous nous sommes dit qui ne tente rien n'a rien. Et après plusieurs courriers, des mails, même après être allé le rencontrer dans des événements, d'avoir sollicité directement, Monsieur le commissaire nous a honorés par ce parrainage, mais il nous honore encore aujourd'hui par sa présence à notre remise des diplômes. Nous le remercions, je le remercie au nom de tous les étudiants vivement et chaleureusement pour sa position très favorable. Et il a encore une fois montré sa proximité avec les citoyens, notamment avec les jeunes qui portent cet idéal européen. Merci. Bien, bonsoir à tous et merci pour cette invitation qui est un plaisir et un honneur pour moi que de pouvoir parrainer la promotion qui, en cette rentrée 2016, va sortir du master juriste européen. Évidemment, dans un tel exercice, les félicitations sont de rigueur et c'est bien sûr par là que je voudrais commencer. Mais avant toute chose, je veux vous dire que quand j'ai reçu cette proposition, j'ai été d'abord surpris parce que quand on vous propose un parrainage, vous savez, vous verrez ça plus tard, on se pense très longtemps jeune et puis tout à coup on se dit tiens, on est un espèce de vieux machin à qui on demande un parrainage parce que on a fini par accumuler un certain nombre d'expériences. Mais j'ai accepté aussi immédiatement les mails, c'était surtout des mails administratifs, je vais vous rassurer, parce que dans ma vie j'ai aussi été très longtemps enseignant et parce que je crois beaucoup effectivement à ce dialogue avec la jeunesse et aussi à la transmission. À quoi ça sert ce que nous faisons si on n'est pas capable justement de le passer à d'autres. Et donc il était tout à fait naturel pour moi d'une part d'accepter ce parrainage et d'autre part de venir l'honorer physiquement, ce qui m'a donné l'occasion aussi de passer la journée dans ce département, dans cette agglomération que je connais bien pour toucher du doigt les réalités européennes. On y reviendra peut-être. Je vais d'abord vous féliciter pour l'obtention du diplôme elle-même. Vous avez travaillé dur pendant 2 ans, je le sais. Vous êtes plongé dans des milliers de pages qui forment le droit communautaire. Frankovic contre Italie, Brasserie du pêcheur, Costa contre Enel, ça me rappelle quelque chose. C'était déjà là quand moi-même je faisais mes études. Ratti, Cassis de Dijon, Nod, Cimental, tout ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Il y a très très longtemps, hein, je l'avoue, quand je faisais du droit public à Sciences Po, et j'en entends qui frémissent dans la salle, je les vois rire, c'est mieux. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne n'ont plus de secret pour vous. Et le diplôme qu'on va vous remettre tout à l'heure matérialisera votre réussite au terme de 5 années d'études exigeantes. Il marquera aussi le début de la suite, éventuellement, dans le droit européen, ou bien l'entrée dans la vie active, même s'il faut l'avouer, la vie active est quand même moins active et moins trépidante que la vie d'étudiant. Félicitations pour une étape stressante, bien sûr, mais pas seulement. Vous allez découvrir ensuite ce que c'est que d'avoir des responsabilités, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles manières de travailler. Et vous allez mettre toutes les connaissances que vous avez déjà accumulées à la faculté de droit de Tours à l'épreuve du réel. Bref, vous allez vous souvenir longtemps de ce moment, non pas parce que je suis là, mais parce qu'il marque pour vous une étape essentielle dans votre parcours. Je veux aussi vous féliciter pour le choix, vous l'avez défini comme suicidaire, je dirais juste courageux pour ma part, par les temps qui courent que vous avez fait. Et ce choix, c'est le choix de l'Europe.
L'Europe, c'est pas simplement un choix du cœur ou un choix de l'esprit, mais puisque vous y avez passé tant de temps déjà, c'est le choix très concret de lier une carrière, une vie, au devenir, ou en tout cas en compagnonnage des institutions et de l'idée européenne. Et je sens d'ailleurs qu'il y a, sinon une inquiétude, du moins un doute, derrière la question que vous avez souhaité me poser aujourd'hui, dont je vais vous parler maintenant, parce que il est quand même bon que je ne fasse pas qu'un discours social. Quel avenir pour l'Europe? Cette question, on me la pose souvent depuis quelques mois, avec une angoisse assez légitime. Mais je veux vous rassurer tout de suite, revenons à votre master, en choisissant l'Europe, je suis convaincu que vous faites le bon choix et un choix d'avenir. Je vous le dis alors que je fête cette semaine même mes 2 ans à la Commission. En 2 ans, j'ai vu dans cette belle institution ce dont l'Europe était capable. Et elle est capable de beaucoup de choses, et parfois capable de mauvaises choses, mais aussi capable de grandes choses en matière de commerce extérieur, en matière de fiscalité, en matière de concurrence, et tout simplement dans la lutte contre une crise qui est multiforme. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Évidemment, l'Europe a ses insuffisances. J'ai trop longtemps, ou je fréquente depuis trop longtemps les européennes, ça fait maintenant plus de 20 ans. Ma première élection au Parlement européen, c'était en 1994. Ça remonte. Je connais trop l'Europe pour ignorer ses insuffisances. Elles sont nombreuses. Et parfois même, il y a des insuffisances qui sont à la limite des hontes. Je pense notamment à la crise des migrants. Mais sur beaucoup de sujets, je vais en prendre un très concret, la fiscalité qui est dans mon portefeuille, l'Europe a plus avancé en 2 ans que dans les 10 années précédentes. Nous avons engagé ce que j'appellerais une révolution de la transparence. Nous avons été aidés par des scandales successifs, les Swiss Leaks, les LuxLeaks, les Panama Papers, les Panama Leaks, et le résultat est là. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret bancaire en Europe. J'ai aussi été ministre de l'économie et des finances dans ma vie avant de devenir commissaire. Je me souviens d'un ministre que j'ai connu de trop près, qui avait un compte en Suisse, qui lui-même filait à Singapour. Aujourd'hui, ça ne servira à rien, parce que grâce à l'échange automatique d'informations qui a été signé avec tous les pays qui sont nos voisins, avec la Suisse, avec Andorre, le Liechtenstein, avec San Marin, avec Monaco. Mais j'ai été à Monaco pour finir la négociation avec le prince et ses services. Il n'y a plus de secret bancaire en Europe. Et bientôt, dans un autre domaine, les entreprises ne pourront plus se jouer des frontières pour payer moins que leur juste part d'impôt. Nous sommes en sortie d'une crise qui a été la crise économique la plus violente que l'Europe ait connue depuis les années 30, et nos concitoyens ont été appelés, nous avons été appelés, à payer de notre personne, de notre poche, pour réduire les déficits, et il y a maintenant une sorte de tolérance zéro pour des multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôt là où elles créent des profits. Eh bien, c'est justement le sens des législations que je tente d'impulser. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai lancé l'acte 2 de cette révolution de la fiscalité, révolution de la transparence, puis aussi révolution de l'efficacité, avec ce qu'on appelle l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, qui jette ce qui manque, les bases d'un cadre commun à l'ensemble des États membres, un cadre fiscal plus juste qui encourage l'activité et qui empêche l'évasion fiscale. J'espère que les États membres sauront suivre, en l'occurrence, la Commission. Alors c'est vrai que l'Europe avance lentement, trop lentement, mais elle avance. Et moi je ne veux pas, si je n'avais qu'un message, je pourrais m'arrêter là, je veux vous le transmettre aussi, je ne veux pas me laisser contaminer par le pessimisme ambiant. Vous avez entendu comme moi les nombreux prophètes, ils pullulent en ce moment, du délitement de l'Europe, répété avec une espèce d'exaltation suspecte et presque masochiste, l'Europe peut disparaître. En revanche, il se trouve trop peu de gens pour dire que l'Europe a de l'avenir, qu'elle est sinon la solution, du moins une partie de la solution aux crises que nous traversons, et il ne se trouve pas grand monde pour dire qu'il faut plus d'Europe, pas par principe, pas en tout, mais pour répondre à un certain nombre de défis. Aujourd'hui, mon sentiment, et je parle là comme un homme politique, je l'ai été pendant 20 ans, j'ai été élu, un commissaire est toujours un homme politique, même s'il est
maintenant sortie du cadre politique national, on a l'Europe honteuse, et on a la critique facile. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et j'appelle vraiment les pro-européens, et on a besoin de la jeunesse pour ça, à ne pas avoir cette Europe timide, muette ou honteuse. Il y a trop de pessimisme, et que faire? Je crois qu'il faut en premier lieu poser un diagnostic assez lucide sur l'état de l'Union européenne de l'après-Brexit. Il ne faut pas non plus se leurrer, les difficultés sont nombreuses, et pour être, je crois, pertinent, ce diagnostic doit tenir à égale distance pessimisme et optimisme excessif. Et puis ensuite, il faut esquisser un certain nombre de pistes, et c'est à ça que je me livrais aujourd'hui devant vous. D'abord, pour comprendre la situation actuelle de l'Union européenne, je crois qu'il faut distinguer la toile de fond du premier plan. La toile de fond, c'est incontestablement le fait que nous connaissons en Europe des difficultés économiques persistantes. C'est le sens de mon portefeuille comme commissaire aux affaires économiques et financières. La crise aujourd'hui, elle est derrière nous, mais nous avons une performance économique, j'en parlais sur le terrain, toute la matinée avec des chefs d'entreprise, dont nous ne pouvons pas nous réjouir. Notre croissance est très lente, et même si, oui, la courbe du chômage a fini par s'inverser, on ne peut pas se satisfaire du rythme de réduction du nombre de chômeurs. Il y a encore beaucoup trop de chômeurs en Europe. Évidemment, dans la zone euro, l'emploi a atteint au deuxième trimestre 2016 son plus haut niveau depuis la crise de 2008. Ça fait 10 trimestres d'affilée que l'emploi est en hausse pour les membres de l'Union économique et monétaire, pas tous, mais avoir plus de 10% de taux de chômage en Europe, dans ce qui constitue le cœur nucléaire de notre économie, et notamment dans l'industrie, ça ne va pas. Et donc, soyons clairs, nous sortons de la crise, mais nous n'avons pas encore l'économie forte dont nous avons besoin. Nous avons ce qu'on appelle une croissance potentielle. Je parle devant des juristes, mais les économistes identifient bien ce concept, qui est encore de l'ordre de 1%, là où la croissance mondiale est à 3%, et c'est un défi pour nous. La toile de fond, elle est politique aussi, c'est la montée des forces populistes, eurosceptiques, partout en Europe. Alors le populisme est difficile à définir, je ne vais pas m'y risquer ici, mais ce qui me frappe, c'est la conjonction entre les deux. Populisme égale euroscepticisme, et souvent euroscepticisme égale populiste. On l'a vu en Pologne, où les populistes sont au gouvernement, on l'a vu aux Pays-Bas, il y a les élections aux Pays-Bas au mois de mars, où les forces populistes ont réussi à imposer un référendum perdant. Je dis d'ailleurs au passage, je ne suis pas un grand fan moi, des référendums sur l'Europe, je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon de traiter démocratiquement le sujet. On le voit au Danemark, on le voit en Autriche. Dans quelques semaines, il y a une élection présidentielle qui est un match retour d'une élection qui se terminait à 50,3 contre 49,7 avec un candidat d'extrême droite au deuxième tour. On le voit en Hongrie, on l'a vu en Italie aux dernières élections municipales, on le voit en Allemagne avec la progression de l'AfD aux élections régionales. Et comment dire, la France ne fait pas exception. Et la montée du Front National est un phénomène qui a marqué les dernières régionales et qui pourrait marquer la prochaine présidentielle, comme on en a marqué d'autres. J'ajoute que l'euroscepticisme, il n'est pas réservé aux partis d'extrême droite. Je suis parfois inquiet de le voir comme ça lentement glisser au sein des partis de gouvernement. Quand je vois d'anciens ministres, de droite ou de gauche, je le dis pour me débarrasser du soupçon qui pourrait peser sur moi, à juste titre, de rester un homme de gauche, je ne vais pas me cacher, mais quand on voit d'anciens ministres de droite comme de gauche réclamer la suppression de la Commission européenne, qui est l'institution par essence porteuse du projet communautaire, ça laisse un peu songeur. On se dit que ces hommes, puisque ce sont deux hommes, jeunes et ambitieux, sont prêts à toutes les démagogies pour arriver au pouvoir. Non, on ne peut pas faire en sorte de laisser les États membres seuls sans qu'il y ait au milieu, vous êtes juriste, une institution qui est le monopole de l'initiative et qui soit capable de faire progresser le droit. La toile de fond, c'est enfin les divisions politiques entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, entre les anciens et les nouveaux États membres, qui, il faut le dire, ont tendance à revenir au sein de l'Union. Moi, je suis le fils d'un père qui maintenant, mais qui était né en Roumanie, est devenu français. Ma mère était d'origine polonaise. Et je ne peux pas être suspect d'avoir été contre l'élargissement aux pays de l'Est de l'Europe.
Mais je pense que nous avons bien fait donc de réunifier l'Europe. Mais je constate qu'il y a des divisions qui reviennent, qui ont explosé au grand jour avec la crise des réfugiés, et avec un sujet dont je dirais un mot, bonjour Monsieur le Président, qui est la réforme de la directive sur les travailleurs détachés. J'en parlais avec des chefs d'entreprise pas plus tard que ce midi, et ça pose des problèmes qui sont ceux de la création d'un socle de droits sociaux fondamentaux en Europe. J'ajoute que le refus de la part de certains pays d'Europe centrale et orientale d'accueillir des réfugiés dans le cadre de la crise des réfugiés, au nom d'une certaine conception de l'Europe qui me paraît assez repliée sur elle-même ou exclusive, n'est pas sans crisper à l'ouest de l'Europe, alors que la Pologne, par exemple, et aussi on en parlait avec des chefs d'entreprise, reçoit chaque année quelques 10 milliards d'euros nets du budget européen, ce qui n'est pas illogique, puisque ce budget il est fait pour la solidarité. Mais si on a droit à la solidarité européenne en termes budgétaires, on doit aussi faire preuve d'une solidarité à l'égard des autres en termes politiques. Et ça, c'est un problème que nous pensions disparu et qui montre qu'on n'a pas encore convergé suffisamment dans l'Europe telle qu'elle est. De cette toile de fond émergent trois crises assez dures qui occupent le premier plan aujourd'hui. La crise migratoire, la crise de la sécurité et le Brexit, bien sûr en sus de la crise économique. La crise migratoire, elle révèle d'abord une chose, c'est que nous avons une frontière externe qui est poreuse. Et cette porosité alimente en retour une très grande défiance face à la mobilité intra-européenne. Tout se passe comme si l'Europe avait fait sauter ses frontières internes avant de sécuriser sa bordure extérieure. Et cette crise des réfugiés, vous le savez, vous le voyez, est aussi une crise politique, parce que c'est une crise de la solidarité européenne. Nous n'avons pas encore mis en place de manière effective les moyens d'assurer cette solidarité. C'est enfin une crise de l'identité et des valeurs qui nous interroge sur notre identité d'Européens, sur notre ouverture au monde, sur notre générosité. Je dois dire d'ailleurs au passage que je considère que Mme Merkel a eu une attitude courageuse et humaine à un moment qui n'était pas simple, même si elle en paye aussi le prix politique. Et je crois que nous devons être capables, en Europe, non pas, comme le disait Michel Rocard, d'accueillir toute la misère du monde, il ne s'agit pas de ça, mais nous sommes des terres d'accueil pour des hommes et des femmes dont la vie peut être mise en danger, et nous avons ce devoir. Mon père, dont je parlais, était venu en France comme réfugié. Et un réfugié, c'est pas quelqu'un qui doit être là considéré comme un citoyen de seconde zone, c'est quelqu'un qui vit ici, qui peut rester vivre un certain temps, qui doit s'insérer sur le marché du travail. Et nous avons besoin d'accueillir, mais aussi d'intégrer et d'offrir des débouchés à ceux que nous accueillons. Et on ne doit pas accueillir tout le monde, mais ceux que nous accueillons, nous voulons accueillir bien, humainement, dignement. Et je pense que là-dessus, l'Europe n'a pas fait assez. Deuxième crise, c'est la crise de la sécurité. Pour moi, c'est une crise des pratiques. On doit penser et agir européen en matière de sécurité intérieure. Or, ce n'est pas un réflexe. Les ministres de l'Intérieur n'ont pas une tradition de coopération entre eux. Ils sont en train de s'y mettre, et heureusement. Et notre ministre, le ministre actuel, qui était ministre des Affaires européennes, je trouve, je parle là comme français, fait bien les choses. La Commission aussi. Il n'y a pas de menace sur la sécurité qui ne soit pas une menace de nature européenne. Ceux qui veulent nous nuire, les terroristes, ils sont mobiles. Je prends l'exemple d'Amedi Koulibaly, un des terroristes qui était celui qui était là dans l'hypercachère. Il est né en France, il a rencontré ses complices en Espagne, il a voyagé en Turquie, il a envoyé sa femme en Syrie, il a acheté en Belgique des armes qui proviennent de Slovaquie et fabriquées par une entreprise slovène. Quand vous avez en face de vous une menace qui est internationale, qui est européenne, vous ne pouvez pas avoir une réponse qui soit strictement nationale et qui ne soit pas au moins européenne, d'où une obligation pour nos services, qui est de travailler mieux, plus, ensemble. C'est un apprentissage qui est en train de se faire. Nous avons aussi besoin de nous doter d'outils de sécurité, je vais y revenir. Enfin, dernière crise, c'est la perte prochaine d'un État membre majeur, qui est une des plus grandes puissances de l'Union. Je parle bien sûr du Royaume-Uni. Et là, nous avons un double risque. Premier risque économique, parce que les agents économiques n'aiment pas l'incertitude. Et on voit bien que va s'ouvrir, à un moment donné, on ne sait pas exactement quand, parce que vous avez vu que
Il y a des développements, y compris judiciaires, compliqués, qui interrogent sur le moment de déclenchement de la vraie négociation sur ce qu'on appelle le Brexit. Et les agents économiques n'aiment pas l'incertitude. L'incertitude pénalise l'investissement et bloque l'activité. Le risque est aussi politique, au sens où on ne peut pas totalement exclure un effet domino, que certains disent, et certains le disent. Madame Le Pen dit qu'elle fera sa campagne sur un référendum de sortie de la France de l'euro, peut-être de l'Europe. Mais ce qui m'inquiète le plus à ce stade, car je pense que ces deux risques sont contrôlables si nous savons nous y prendre, c'est le risque de paralysie de l'Europe. Car si nous n'y prenons garde, des ressources énormes, je ne parle pas de ressources financières, mais je parle de ressources en temps, en hommes, en énergie, vont devoir être investies dans les négociations. Et nous n'avons pas le droit, parce que nous devons préparer le Brexit, et nous le préparons à la Commission européenne. C'est mon prédécesseur comme commissaire français, Michel Barnier, qui a été nommé négociateur pour le compte de la Commission européenne. Donc nos équipes sont en place. Nous devons préparer la discussion, mais nous ne devons pas mettre l'Europe sur le mode pause, parce qu'il y a le Brexit. Nous devons continuer à 27 et continuer aussi, j'insiste, à 19 dans le cadre des pays qui partagent l'euro. C'est le sens du sommet de Bratislava. Voilà pour le paysage. Ayant dit ça, je vais terminer plus brièvement par la feuille de route que s'est donnée la commission à laquelle j'appartiens après justement ce sommet de Bratislava. Un mot d'abord sur l'état d'esprit dans lequel nous abordons les prochains mois. D'abord, notre volonté, c'est de ressouder, de rassembler un continent qui est très marqué par les fractures politiques qui se sont multipliées au cours des derniers mois. Et donc, nous voulons donner un souffle nouveau au grand chantier du marché intérieur, commun à la zone euro et à l'Europe des 28. Nous pensons qu'il faut unifier les marchés de capitaux. Nous pensons qu'il faut unifier les marchés de l'énergie. Nous voulons aussi unifier le marché du numérique, parce que avoir 28 régulateurs, 28 dispositifs séparés, c'est une perte de compétitivité absolument massive pour notre Europe. Il y a aussi une volonté qui est celle de rapprocher l'Europe des préoccupations des citoyens, et c'est la raison pour laquelle nous voulons construire l'Europe pragmatiquement, pas théoriquement ou bureaucratiquement. Et donc, il faut beaucoup insister, je crois, sur l'Europe quotidienne, l'Europe des citoyens. Vous avez vu peut-être la fin du roaming qui est annoncée pour la mi-2017. Nous avons aussi proposé de déployer la 5G dans toute l'Union européenne d'ici 2025, ou d'équiper chaque village et chaque ville en Europe d'un accès Internet sans fil gratuit autour des principaux centres de la vie politique publique d'ici 2020. Et puis, il y a cette volonté que, au fond, ma présence ici illustre, c'est la volonté de sortir, non pas de la bulle bruxelloise, mais de l'univers européen. Il est agréable, mais le risque, c'est qu'il soit confiné si on n'est pas capable, justement, de venir vers les citoyens. Au-delà de l'esprit, il y a la substance, c'est-à-dire les chantiers que nous lançons. Je voudrais m'arrêter très brièvement sur 5 d'entre eux, plus un. Premier chantier, c'est l'Europe de la défense, qui va enfin prendre cher. C'est une vieille idée. Vous parliez de Jean Monnet, il disait une phrase qu'on lui prêtait qui n'a pas tenu apparemment, que s'il fallait recommencer, il recommencerait par la culture. Mais n'oublions pas que la construction de la communauté économique européenne succède à un échec. C'est l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, qui avait été refusé par le Parlement français. Je dirais que, finalement, plus de 60 ans après, on voit revenir ce concept d'Europe de la défense, avec la création proposée d'un fonds européen de défense pour stimuler la recherche et l'innovation, avec la mise en commun des capacités de défense des États membres volontaires, avec la création d'un quartier général unique dans l'Union. Donc nous sommes en train de poser les fondements d'une vraie politique européenne de défense pour le continent. Deuxième chantier, c'est la croissance, avec le doublement du plan Juncker pour l'investissement. Le plan Juncker, qu'est-ce que c'est ? C'est un plan qui répond à notre grande faiblesse dans la croissance européenne, qui est le déficit d'investissement. Nous avons voulu déployer 315 milliards d'euros d'ici la mi-2018. Ce sera 630 milliards d'ici 2022.
500 milliards d'ici 2020. Et c'est déjà 138 milliards en un an et demi qui bénéficiaient des entreprises qui portent des projets dans les secteurs de l'économie du futur, le numérique, l'efficacité énergétique, les nouvelles mobilités. On a besoin de ça. C'était déjà une idée qu'avait eue Jacques Delors dans les années 90 sous une forme un peu différente, mais à laquelle nous donnons corps. Troisième chantier, c'est la jeunesse. Je ne veux évoquer qu'une seule initiative, la création d'un corps européen de solidarité destiné aux moins de 30 ans, qui devrait compter 100 000 personnes à l'horizon 2020. Concrètement, il s'agira pour les jeunes volontaires d'appuyer le travail d'une autorité locale, une collectivité, d'une ONG, d'une entreprise qui intervient dans le domaine de la solidarité, lutte contre l'exclusion sociale, la pauvreté, menaces à la santé ou à l'environnement, avec un placement qui durera entre 2 et 12 mois et qui permettra aux participants d'accumuler une activité professionnelle. Quatrième chantier, j'en ai touché un mot, c'est l'Europe sociale. Un socle européen des droits sociaux fondamentaux sera présenté prochainement. Et la Commission maintient, j'y insiste, la réforme de la directive des travailleurs détachés que j'évoquais précédemment, avec un principe très simple. Il faut qu'à travail égal, on reçoive un salaire égal. Et que ce ne soit plus le principe d'application des droits sociaux du pays d'origine qui s'applique, mais celui du pays de destination. On sait qu'en France, cette directive, ou l'absence de directive, de modification de la directive, a fait beaucoup de mal à l'idée d'Europe, bien au-delà de la figure légendaire désormais du plombier polonais. Et donc il faut corriger les abus, les excès liés à ce statut qui alimente l'idée que l'Europe et le dumping social, c'est la même chose. Cinquième chantier, c'est la sécurité intérieure. La France y est sensible parce qu'elle s'est beaucoup investie à Bruxelles ces derniers mois pour prendre des initiatives dans ce domaine. Plan de lutte contre le financement du terrorisme en février 2016, par exemple, dont je suis un des responsables, qui est très largement inspiré de ces propositions. À l'avenir, nous allons renforcer Europol, l'organisme de coopération des polices, tout comme l'échange d'informations dans la lutte contre le terrorisme, et pour mieux contrôler les entrées sur le territoire de l'Union européenne, nous avons proposé d'instaurer un système d'information et d'autorisation concernant les voyages au niveau de l'Union européenne. Vous savez qu'existe avec les États-Unis un système qu'on appelle ESTA, que le Canada est en train d'installer aussi. Eh bien, je pense qu'il faut aller, pour illustrer les choses, vers un ESTA européen. Enfin, dernier chantier, je dis 5+1, il est fondamental pour moi, qui représente l'Europe dans les instances internationales, au G7, au G20, dans les réunions du Fonds monétaire international, à ce qu'on appelle l'ECOFIN, le Conseil des ministres des Finances, ou à l'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Je crois en l'euro. Je pense que c'est le projet le plus structurant, le plus dominant, le plus porteur que nous ayons créé au cours de ces années. Et je pense que nous devons non pas revenir sur l'euro, comme certains le proposent, mais aller de l'avant en donnant à l'euro une vraie politique économique avec un vrai budget et des capacités d'investissement dont aujourd'hui la zone euro est démunie. Car si nous voulons que l'Europe apparaisse comme autre chose que des disciplines dont je suis chargé, faire respecter les disciplines budgétaires par les États membres, je veille à ce que, par exemple, la France soit en dessous de 3% du PIB en termes de déficit en 2017, et je serai là-dessus relativement intraitable. C'est normal. Mais au-delà de la discipline, il faut aussi de la dynamique. Une discipline sans dynamique, c'est une économie qui reste trop immobile. Il faut augmenter notre potentiel de croissance. L'euro doit être un outil qui y contribue. Voilà, présenté à grands traits ce que peut être, selon moi, cette Europe de l'après-Brexit. Derrière cet agenda, il y a la volonté pour la Commission de tirer justement les conclusions du Brexit. Pourquoi le Brexit est-il arrivé? Il y a des causes britanniques, évidemment. Quand vous avez un pays où, pendant 40 ans, on vous imbibe, médias et classe politique compris, à l'euroscepticisme, à la fin, vous avez quand même assez peu d'enthousiasme spontané pour aller voter pour l'Europe. Mais il y a aussi des causes générales. Ces causes générales, c'est le sentiment de déclassement qui est éprouvé par une frange de la population, il ne faut pas l'ignorer. C'est le sentiment qu'il y a trop de perdants dans la mondialisation, sentiment et réalité, en vérité. Et du coup, on découle le rejet des élites, le rejet des experts,
vous allez en être les victimes rapidement, et le rejet des partis traditionnels. Nous devons répondre à ces questions. Il ne suffit pas de dire le populisme c'est mal, c'est pas une dénonciation morale qu'il faut avoir, c'est un combat politique qu'il faut mener. Et puisque je parle de politique, je termine par un mot sur la France. Ce pays, qui est mon pays, est à la veille d'une campagne présidentielle. C'est toujours très important, une campagne présidentielle. Et cette campagne s'annonce, comme les précédentes, dans un contexte plus difficile, compliqué pour l'Europe. Je pressens, mais j'espère me tromper, que l'Europe n'aura pas, dans ce débat, la place qu'elle mérite. Et c'est pour lancer ce débat que j'ai écrit un livre que j'ai sorti ce mercredi, je n'en fais pas la publicité, enfin quand même, s'appelle Ciné Minuit en Europe, mais oui, de mon expérience, parce que précisément j'essaie d'y faire des propositions pour une Europe qui protège, pour une Europe qui soit l'Europe du débat démocratique et pour une Europe de la dynamique économique. Vous faites partie maintenant de ceux qui connaissent le mieux l'Europe, ce n'est qu'un début. Je compte sur vous pour parler d'Europe autour de vous, à vos amis, à vos proches, pour faire entendre la voix de jeunes Européens. Puisque, au fond, c'est ce que je me suis dit quand j'ai reçu cette demande de parrainage, voilà tout à coup, voilà inscrit dans la catégorie des vieux. Je ne dirais pas des vieux quoi, mais des vieux tout court. Et à partir de ce moment-là, il est important que ce soit des jeunes qui prennent le relais. Et c'est nécessaire que vous le fassiez si on ne veut pas laisser le champ libre aux eurosceptiques, aux pessimistes, qui manient cette espèce de prophétie autoréalisatrice avec une habileté qui ne laisse d'inquiéter. Merci encore une fois de m'avoir proposé de parrainer votre promotion. J'espère vous recroiser un jour. Vous serez en tout cas toujours bienvenue auprès de moi dans les fonctions que j'exerce ou que j'exercerai, puisque vous appartenez à une promotion qui porte mon nom, et je vous souhaite tout le courage nécessaire, il en faudra, pour cette entrée dans la vie active qui sera une vie européenne. Merci Monsieur le Commissaire pour ces mots aussi passionnants qu'enthousiasmants qui ont su réveiller pour certains ou encourager pour la plupart d'autres filles européennes. Le président nous a désormais rejoints. Les étudiants, je crois, quelques questions à vous poser. Je crois que c'est le temps de l'échange. Bien volontiers. Si elles ne sont pas trop juridiques, hein, parce qu'ils sont meilleurs que moi. Qui a des questions? Timide, voilà. Des anciens diplômés, là même. Ils n'ont pas demandé? On manque de temps, on va peut-être privilégier les étudiants du master. Voilà. Bonjour. J'avais une question par rapport au Brexit. Dans la mesure où l'Écosse et l'Irlande du Nord pourraient vouloir se désolidariser du Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne, dans quelle mesure il serait possible de les accueillir en tant qu'État désolidarisé du Royaume-Uni, et notamment quelles conséquences ça pourrait entraîner vis-à-vis de l'euro si jamais ils prenaient la décision de faire partie de la monnaie unique. Vous voyez assez loin. Pour l'instant, quand je parle du Brexit, je parle d'une négociation qui n'a pas commencé, dont je ne sais pas exactement à quel moment elle va commencer, dont je ne sais pas dans quel état d'esprit elle va se dérouler, et dont je ne connais pas l'issue. Donc je me garderai de faire trop de politique fiction. Après, ce que vous illustrez, c'est pour moi un des dégâts du référendum. C'est-à-dire que David Cameron, que je connais, George Osborne, son ministre des Finances que je connais encore mieux, ont pris le risque, pour des raisons de politique intérieure, de provoquer une situation dans laquelle la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne et dans laquelle l'unité du Royaume peut être mise en cause. Parce que les deux questions que vous évoquez, qui sont des questions pour les Britanniques, hein, on va les laisser les résoudre, c'est d'une part la tentation sécessionniste de l'Écosse, qui a déjà connu un référendum, et Madame Sturgeon, la première ministre écossaise, a dit qu'elle était favorable à un second, même si apparemment les Écossais ne sont pas favorables à l'indépendance aujourd'hui, mais enfin, c'est dans des conditions assez serrées. Et d'autre part, la volonté des Irlandais du Nord,
qui sont restés dans le cadre du Royaume-Uni, éventuellement de se réunifier avec l'Irlande, qui est un pays indépendant. Je pense qu'en vérité, nous en sommes encore assez loin, donc je refuse totalement, non pas de répondre à votre question, mais d'envisager ce que nous ferions avec une Écosse indépendante et une Irlande indépendante. Mais on voit bien qu'il y a là des ferments de division qui courent et qu'il faut maîtriser. Raison de plus, pour moi, pour réussir la négociation du Brexit. On parle beaucoup de Brexit dur, certains parlent de soft Brexit. Je ne sais pas s'il doit être dur ou s'il doit être mou, mais en tout cas il doit être clean. C'est-à-dire qu'il est important que nous gardions avec le Royaume-Uni une relation qui soit positive et proche. Je parle de défense européenne. Envisager de faire la défense européenne sans le Royaume-Uni, c'est très compliqué. Alors le Royaume-Uni, pour moi, ne sera plus un pays membre de l'Union européenne, mais il doit rester un pays européen. Après, c'est à eux de choisir leur unité ou leur diversité, leur appartenance à un État commun ou la création de plusieurs États. En toute hypothèse, ce n'est pas nous qui encourageons les sécessions et nous refusons toutes sortes de négociations avec des partis ou des régions qui sont indépendantistes. Par exemple, nous ne le faisons pas non plus avec la Catalogne. Bonsoir. J'ai plusieurs questions à vous poser. Je vais commencer par une sur l'accord sur la taxe sur les transactions financières qui a été lancée il y a quand même quelques années, qui n'a pas eu d'unanimité et qui est passée en coopération. Et on se demandait tous d'ailleurs où ça en était. Et mon autre question, donc on a parlé de la montée du nationalisme, du populisme, qu'on menait par exemple au Brexit. Brexit mené par ces populistes, par l'extrême droite, mais ils ont donc proposé une alternative en fait au projet européen. Et je pense que le projet européen, il a besoin d'un nouvel élan. Et je me demandais si cet élan, il était possible par exemple par une intégration différenciée, par différentes vitesses. Voilà. Alors, la taxe sur les transactions financières, c'est un vieux projet européen qui effectivement a été proposé par la Commission et qui a été refusé à 28 pour des raisons assez logiques, notamment par les Britanniques qui défendent le statut particulier d'une place financière qui s'appelle la City, qui estime qu'une taxe pénaliserait l'activité en la matière, ce qui est un sujet qui ne doit pas être totalement négligé d'ailleurs. Il était tombé en désuétude quand deux ministres des Finances ont décidé de la relancer. Il se trouve que j'en connais un, puisque c'était Wolfgang Schäuble, le ministre allemand, et moi-même qui l'avons proposé à la fin 2012. 11 pays ont décidé de mettre en place une coopération renforcée. Une coopération renforcée, c'est une possibilité ouverte par le traité d'avancer à 9 ou plus sur des sujets particuliers. Et donc nous étions 11, maintenant nous sommes 10. La Commission n'est plus le centre de l'affaire, puisque ce n'est plus la méthode communautaire qui prévaut, mais une méthode intergouvernementale ou coopérative à quelques-uns. Mais il se trouve que depuis que je suis devenu commissaire à la fiscalité, ils ont eu la gentillesse de me réinviter, donc même si on n'est plus au centre de l'affaire, on est quand même au milieu de la table à faire le travail technique, parfois un peu politique, avec les autres, sinon pour les autres. J'ai bon espoir que cette taxe sur les transactions financières à 10 puisse voir le jour dans le courant de l'année 2017 et qu'un accord de principe puisse être trouvé d'ici à la fin de cette année, 2016. Je sais qu'il peut y avoir des réticences politiques, mais en même temps, il y a quand même une volonté commune. Ce ne sera pas la taxe initialement prévue. Elle aura un rendement moindre. Elle aura sans doute une assiette extrêmement large, mais des taux extrêmement bas. Parce que, encore une fois, cette préoccupation, il s'agit de s'assurer de l'éthique du financement de l'économie. Il s'agit aussi de financer le développement ou de financer la lutte contre le réchauffement climatique, mais pas non plus de tuer le secteur financier dans un contexte où, en plus, le Brexit peut rendre les Britanniques extrêmement agressifs dans leur compétitivité en la matière. Donc, oui, j'ai assez bon espoir, même si on est quand même sur le fil. Ce qui se passe, pour dire les choses franchement entre nous, c'est que je sens qu'un certain nombre d'États ne seraient pas fâchés de débrancher le truc, mais ils n'y arrivent pas, parce que c'est quand même pas très populaire d'aller expliquer à sa population, dans le contexte dans lequel nous sommes, que donc finalement la taxe sur les transactions financières, on est contre et qu'on va aller protéger le secteur bancaire. Donc, voilà, je pense que ça va se faire. Intégration différenciée,
Alors là, il faudrait que vous me réinvitiez pour une conférence sur le sujet, parce qu'après, on commence à se demander qu'est-ce qu'on veut dire par là. Alors, si c'est des coopérations renforcées, en voilà une. Raison de plus pour qu'elle marche, d'ailleurs, parce que si ça marche pas, ça montrera que cet outil est en quasi-désuétude avant même d'avoir été utilisé. Alors certains pensent à faire une sorte de directoire à quelques-uns. France, Italie, Allemagne. Je pense que ça n'a plus de légitimité aujourd'hui, même s'il faut du franco-allemand, c'est vital, c'est nécessaire, c'est sine qua non, mais c'est pas suffisant. Il y a d'ailleurs une contestation de cette volonté de créer un directoire à quelques-uns. Revenir aux pays fondateurs, c'est une idée que j'entends aussi dans le débat. Je vois pas quel sens ça aurait. Parce que les pays fondateurs aujourd'hui n'ont plus l'homogénéité qui était la leur. Je ne vais pas commencer à les décrire un par un, mais enfin, regardez ce qu'est la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Vous verrez que ça n'a pas forcément la surface pour entraîner tous les autres, qu'en plus ça ne tient pas compte de l'élargissement. Donc je n'y crois pas. Alors après, on peut chercher de telle ou telle formule, mais il y a toujours un problème, c'est qu'il n'y a pas de critère objectif qui permet d'avancer là-dessus. Quand vous êtes dans un championnat de foot, je ne sais pas où on est Tours en ce moment, je vois où on est Sochaux, qui a été mon club pendant longtemps, vous êtes en première division, ok, les 3 derniers descendent, les 3 premiers de la ligue suivante montent. D'accord, mais pour l'Europe, c'est pas pareil. Donc tout le monde a envie d'être en première ligue. Je ne crois pas beaucoup à ça. Alors, je résume, pour moi, je suis pour l'Europe différenciée. Mais à partir d'une différenciation qui existe, elle est simple. C'est l'euro. Les pays qui ont choisi l'euro doivent continuer à s'intégrer, au moins sur le plan économique, aussi sur le plan politique davantage. Ce n'est pas contradictoire avec le reste. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose, c'est que dans la négociation sur le Brexit, on avait concédé à David Cameron qu'il y ait plusieurs devises dans l'Union européenne. Les Britanniques ont choisi le Brexit. Ils ont voté non au référendum. Cette concession qui avait été faite au Royaume-Uni ne tient plus. En moralité, la devise de l'Europe, c'est l'euro. Tous les pays européens ont vocation à entrer dans l'euro. Alors, c'est pas immédiat. Il n'y aura probablement pas d'élargissement de la zone euro dans les quelques années qui viennent, mais c'est une perspective commune. Donc voilà, pour moi, la bonne intégration différenciée, c'est l'euro. Monsieur le directeur du master, en termes de timing. Je regarde. Oui. Bonjour. On privilégie les étudiants. Monsieur, oui, mais j'ai On pas. réserve, c'est la cérémonie des étudiants, donc on a... Voilà. Je voulais remercier de nous avoir invités d'ailleurs, puisque c'est un débat public. Et je suis d'accord avec vous, monsieur le commissaire, qu'il n'y en a pas assez sur l'Europe. D'ailleurs, ma question vient tout à fait à ce propos. Monsieur, c'est... Madame Malmström, votre collègue, a déclaré qu'elle ne tenait pas ce mandat du peuple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que de tels propos, je ne vous parlerai pas de la reconversion professionnelle de M. Barroso, mais le silence obstiné gardé par la Commission européenne sur le TISA, qui vise rien moins qu'à privatiser l'ensemble des services publics, dont l'éducation, je vous le signale au passage. Le silence obstiné de la Commission européenne sur les partenariats économiques qu'elle essaye d'imposer aux pays africains et pour lesquels serait dramatique, puisqu'un retour est une manière de colonialisme. Et enfin, le comportement de la Commission lors du dernier incident à propos du CETA. Ne pensez-vous pas que ces quelques éléments, j'en ai d'autres si vous le souhaitez, ces quelques éléments justifient cette dérive que vous qualifiez de populiste, mais qui nous donne à nous autres citoyens le sentiment d'avoir affaire à une commission particulièrement autiste. Merci, monsieur le commissaire. Je vais répondre d'un mot, pas sur tout parce que ce serait long, mais sur la première remarque, est-ce que nous tendons notre mandat du peuple ou pas? Je ferai 2 remarques. La première, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'est la Commission et de ce qu'elle n'est pas. La Commission est l'institution centrale de l'Union européenne, celle qui porte l'intérêt général. Elle monopole l'initiative, elle fait les propositions et les exécute. Mais au final, la Commission n'est pas, on peut le souhaiter, mais c'est ainsi, elle n'est pas le gouvernement de l'Europe. Nous sommes au service des États membres. Et nous respectons toujours
en toute matière, y compris en matière commerciale, le fait que c'est au final les gouvernements réunis au Conseil et les parlements nationaux qui décident. Donc, il ne faut pas charger la meule, il ne faut pas tirer sur le pianiste, c'est trop facile. Nous avons du pouvoir, nous avons des responsabilités. Moi, je suis très fier de celles que j'exerce. Je ne me fais pas non plus d'illusions. Je sais où est le pouvoir de décision. Il est partagé. La deuxième chose, c'est que la Commission n'est pas une commission irresponsable. Chacun d'entre nous a passé une audition compliquée devant une commission du Parlement européen, qui est élue au suffrage universel, et puis la Commission elle-même a été investie par le Parlement européen, qui la contrôle et peut la renverser. Et quand je dis que ce sont des auditions pas faciles, je ferai quand même une remarque. J'ai appartenu à 2 gouvernements, entre 1997 et 2002, et de 2012 et 2014. J'ai pas passé d'audition devant les commissions responsables. Au Parlement européen, oui. Et ces commissions, c'est pas de la poudre de perlimpinpin ou c'est pas pour faire joli, puisqu'il se trouve qu'il y a eu une commissaire qui a été refusée par une commission qui a estimé qu'elle n'avait pas les compétences requises, ce dont je ne suis pas capable de juger moi-même, mais donc il y a du contrôle démocratique en la matière. C'est pas la panacée, c'est pas la perfection, mais arrêtons de faire comme si la commission était un machin bureaucratique dépourvu de tout contrôle, ça n'est pas la vérité. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Le temps nous est compté, donc je pense qu'il y avait encore beaucoup de questions à poser et que beaucoup d'entre vous seront frustrés de ne pas avoir pu poser vos questions, mais il convient de procéder donc à la remise des diplômes pour les étudiants. Et donc diplômes qui vont être signés par Monsieur le Commissaire. Et donc on va appeler les étudiants par ordre alphabétique, les amener à se présenter à la chaire. Et donc, en premier lieu, Madame Claire Barrault. Félicitations. Madame Barbara Bedin. Madame Noémie Balson. Madame Cyrielle Blanc. Madame Mélanie de Souza. Madame Julie Lorkeld. Madame Clotilde Dufriche. Il y en a que 2. C'est une parité relative. La parité n'est jamais respectée. Madame Béatrice Garcia-Brotens. Madame la chimiste Roda Tsikira. Monsieur Mohamed Tokmak, rappelons-le, à l'initiative de cette cérémonie. Et Monsieur Sébastien Tuller.
Monsieur Vivien Ziegler. Voilà.